Oh. Bonjour, je suis Dr. Paul Simard, psychologue, et aujourd'hui, dans le Psychoctober du 18 octobre, nous allons parler des dépendances. Pourquoi j'utilisais ma guitare en intro? Eh bien, vous allez pouvoir, je vais vous en parler plus tard dans le vlog. Je vous invite à suivre. Et donc, le Psychoctober est un défi qui consiste à faire une vidéo par jour à tous les jours du mois d'octobre, et nous sommes présentement au 18e des 31 qui sont prévus. Donc, c'est parti. Première chose sur les dépendances que j'aimerais vous préciser d'entrée de jeu, c'est qu'aujourd'hui, nous n'allons pas adopter une vision diagnostique de la dépendance ou des différentes formes de dépendance. Je vais vous présenter quelques pistes de réflexion sur, on pourrait dire, la trajectoire développementale et des éléments du développement de la personne reliés avec les dépendances en général. Si vous voulez avoir plus d'informations sur les diagnostics de dépendance, je vous invite à consulter un professionnel de la santé. Vous pouvez également trouver d'excellentes références sur Internet si vous fouillez là, sur dépendance, qui sont des descriptions explicatives du DSM-5, le manuel diagnostique de santé mentale. Mais aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur quelques perspectives de développement relatifs aux dépendances. Donc, ce sera autant une vidéo réflexive sur les dépendances de substances chimiques, les dépendances d'activités comme le travail, le jeu d'argent d'hasard, Internet, cyberdépendance, hein, et les dépendances envers les gens, donc dépendance affective, etc. Dans tous les cas, le point commun, on pourrait dire, de ces éléments-là, autant substances chimiques, activités et autres personnes, c'est qu'il s'agit d'éléments extérieurs à la personne. Et la dépendance consiste à se fier à ce que ces éléments extérieurs-là vont apporter une source de gratification à la personne, voire même répondre de manière préférentielle et exclusive aux gratifications de la personne. Donc, c'est une grande définition, ça, là, mais c'est une définition communément admise pour faire l'introduction des dépendances, donc un mode préférentiel ou exclusif de gratification. Parce que les dépendances sont considérées comme étant une dérive du plaisir. Et oui, il y a un apport de plaisir dans l'activité qui initialement peut être très sain. Euh, Par exemple, prendre une coupe de vin peut être une chose extrêmement agréable pour certaines personnes et pour d'autres, des gens qui sont engagés dans une dépendance à l'alcool, ben, ça va détruire leur vie, puis ainsi que la vie de leurs proches, etc. Internet peut être très bien, mais il y a des gens qui vont passer toute leur journée et leur vie là-dessus, qui vont détruire leur autre activité. Et d'autres personnes, c'est bien les interactions interpersonnelles et l'amour, par exemple, mais il y a des personnes qui vont se fier à ce que il faut que l'autre soit là pour que je sois heureux. Donc, vous voyez, mode préférentiel et exclusif de gratification. La gratification, c'est autant euh, les satisfactions en général, on pourrait dire. Mais le problème dans le contexte des dépendances, c'est que cette source extérieure de plaisir et de satisfaction va être en association avec un manque interne. Donc la personne, pour être heureuse, a besoin de ces éléments-là extérieurs-là. Et à la différence d'un besoin, oups, la caméra qui a comme glissé. À la différence d'un besoin, un manque, c'est ça, c'est comblé par quelque chose d'extérieur, mais un besoin, c'est valorisé depuis l'intérieur. La personne est capable d'exercer sa volonté dessus et de dire, ben, j'ai besoin de telle chose, et donc je vais m'engager dans une démarche pour pouvoir l'avoir. Mais si j'ai pas la chose extérieure, c'est pas grave, j'abandonne pas mon besoin, je vais continuer à rechercher quelque chose. Euh, on pourrait dire que les dépendances rejoignent des notions qu'on a vues dans des vidéos précédentes sur les schémas d'adaptation là, qui sont cristallisés. Parce qu'étant donné que c'est un mode préférentiel et exclusif, ce qu'on pourrait dire, c'est que la personne va de plus en plus rétrécir ses champs d'activité qui sont source de plaisir pour en arriver à que ce soit seulement cette chose-là qui lui apporte du plaisir. Étant donné qu'il y a un appauvrissement du champ expérientiel, bien, la personne va être de plus en plus en état de rigidité, de plus en plus en état de manque. Et là, elle va tout miser sur l'objet de sa dépendance. Et si c'est pas possible de l'avoir, elle va être extrêmement malheureuse. Donc, on commence à avoir le niveau de tension. J'essaie de l'illustrer, de le figurer à travers ma voix. Là. Mais c'est une tension que souvent les personnes vont ressentir de l'intérieur et qui va les crisper, crisper, crisper. Et une personne qui n'est pas bien à l'intérieur d'elle, ben, elle va ça va faire des catastrophes en fait dans les proches là, autour. C'est pour ça que
c'est fréquemment observé chez les personnes qui ont des dépendances, des comportements de mensonge pour essayer de cacher ce qui pourrait déranger les proches, pour pas trop que ça se sache, que ça soit vécu en cachette, pour OK, moi je me soulage en cachette. Donc, vous voyez, ça développe un côté pernicieux où ce qui était supposé être une source de gratification initialement devient en fait une source de tension. Moi, j'aime bien dire aux gens que je rencontre en entrevue que plus on nourrit un manque, plus le manque grossit, et plus on s'occupe des besoins, plus il y a d'apaisement. Moi, un instant, je vérifie mes notes là-dessus. Absence, c'est ça, l'absence de liberté sur l'exercice de la volonté. C'est que la volonté, dans le fond, d'une personne, c'est quelque chose d'intérieur. Et ça peut, avec le temps, si la personne rétrécit son champ d'expérience et qu'elle mise tout sur l'élément extérieur, elle peut abandonner sa capacité de régulation interne au profit de exclusivement une source qu'elle va essayer de grapatouiller et d'inclure dans sa vie en tirant là-dessus. Donc, vous voyez qu'une personne qui fait ça à long terme ou qui fait ça de manière constante, de manière très intense, peut complètement perdre de vue qu'est-ce que ça veut dire de s'occuper de soi-même. Qu'est-ce qu'un besoin? En fait, la personne peut ne même plus le savoir. Et elle va essayer de tirer de toutes les manières possibles quelque chose de l'extérieur. Pourquoi les gens font ça? Développer des dépendances à l'extérieur pour essayer de combler des manques internes, même si c'est voué logiquement à l'échec? Bien, c'est sûr que ce n'est pas un problème logique. C'est un problème qui se situe davantage dans la trajectoire là, du développement émotionnel, comme je suis habitué de vous le présenter dans les vidéos. Et dans ce développement-là relationnel, il y a comme une croyance selon laquelle euh, la personne ne sera pas en mesure elle-même de bien s'occuper de ses besoins, qu'il faudrait quelque chose pour pouvoir être heureux. Quelque chose qui va être donné de l'extérieur. L'autre personne aimée, l'activité, ça prend le workaholic qui va dire, ben ça me prend, faut que je me défonce dans mon travail pour pouvoir être heureux, ou faut que j'accumule 100 000 pièces dans mon compte en banque pour pouvoir être heureux, ou faut... Donc, vous voyez, ou la drogue, en fait. Vous voyez, c'est toutes des choses qui rentrent vers l'intérieur. Alors, les pistes de solutions pour ça, il y en a plusieurs, en fait, pour commencer à travailler les éléments de dépendance. Je vous renvoie encore une fois à un suivi auprès d'un professionnel si vous voulez entamer un travail en profondeur là-dessus, parce que ça peut être très fragile. Mais dans les lignes directrices que je pourrais vous nommer, il y a une appellation que j'appelle le programme de méthadone. Vous savez ce que c'est les programmes de méthadone? C'est ceux qui prennent de l'héroïne pour pas trop souffrir des symptômes de sevrage lorsqu'ils arrêtent de prendre de l'héroïne, parce qu'il y a beaucoup de symptômes de manque là, physique, bien, les gens vont recevoir de la méthadone. La méthadone va pouvoir boucher les récepteurs, les mêmes récepteurs en fait chimiques que l'héroïne utilisait, mais sans provoquer les mêmes genres de buzz extrêmes ou tout ça. Donc c'est un outil qui peut être qui est similaire, qui peut être utilisé temporairement pour essayer de diminuer les éléments nocifs ressentis par la personne pendant la phase de transition. Si on ne se limite pas aux dépendances, attendez un instant, j'ai un téléphone. Si on ne se limite pas aux difficultés chimiques et qu'on va également on va aller par exemple aux dépendances relationnelles. Ça m'a déconcentré l'appel. Mais lorsque la personne est en manque de l'autre personne, l'idée d'un programme de méthadone pourrait être, par exemple, de faire des activités avec des amis, pourrait être de s'adonner à de nouvelles rencontres. Il y a un phénomène dans les manques amoureux ou dans les blessures amoureuses, qui s'appelle les rebounds, dans lequel une personne qui est très blessée d'une relation d'avant va essayer de se dépêcher rapidement de trouver une autre personne pour ne pas souffrir du manque. Donc, bien sûr, c'est un peu piégé d'avance comme dynamique relationnelle, ce genre de choses-là, mais temporairement, ça peut par contre soulager les tensions. On ne va pas confondre soulager des tensions et traitement des tensions. C'est comme la méthadone, ça ne vise pas à traiter le manque d'héroïne, c'est pour soulager les symptômes de manque. Vous comprenez le principe? Pour ce qui est des activités, bien, c'est là que je vais réintroduire ma guitare et que je vais vous parler un petit peu de moi. Pour ma part,
Lorsque je faisais mes études universitaires, j'ai beaucoup travaillé avec la tête et tout ça, là, et je me suis en allé dans les jeux vidéo beaucoup. Ce qui a fait en sorte que j'ai beaucoup misé là-dessus, j'ai rétréci mon champ d'expérience là-dessus et je passais beaucoup de temps en ligne. Et pour pouvoir, c'est sûr que ça l'affectait mes proches et tout ça. Et, et quand j'ai voulu commencer à traiter cet élément-là dans moi, prendre soin, je me suis développé le programme méthadone personnel, on pourrait dire, qui était de trouver une activité qui y ressemblait, mais qui n'était pas totalement de la même manière, qui n'était pas nocif. Et la manière que j'ai eu de trouver, ça a été d'analyser qu'est-ce que j'aime dans cette activité-là. Alors, ce que j'aimais, moi, dans les jeux vidéo, c'était les mains pluguées sur quelque chose d'assez actif, là. Clavier, souris, et puis parler avec les personnes en ligne et tout ça, puis ça allait vite. Et donc, je me suis mis à réfléchir sur quelque chose, mais c'est qu'est-ce qui se passe en fait? Qu'est-ce que je ressens? Et je me suis rendu compte que je ne ressentais pas grand-chose si j'étais connecté dans l'ordinateur et que je passais des dizaines et des dizaines d'heures là-dedans. Donc, j'ai essayé d'utiliser quelque chose, parler, bouger vite les doigts, et c'est là qu'est apparue l'idée de ça, ce qui est sensiblement la même chose, mais à la différence que, je ne sais pas si vous voyez, il y a une caisse de résonance ici. Ça fait vibrer des trucs. Donc, c'est une sorte de programme de méthadone, mais ça fait en sorte que là, moi, je peux ressentir des trucs. Et ça m'a permis, en fait, de développer différentes compétences là, pour pouvoir ressentir. Et ce n'était plus seulement la réduction des éléments nocifs, mais c'est devenu un élément créateur. Donc, il y a eu comme un tremplin qui s'est fait à un moment donné, qui n'est pas limité à la réduction de la souffrance, mais qui est dû à l'augmentation du bonheur. Je vous ai parlé de ça dans un vidéo précédent. C'est quoi la différence entre diminuer le malheur et augmenter le bonheur? Et sur ce point, on pourrait dire que c'est là que la résilience peut apparaître. Parce que lorsqu'on crée une plus-value grâce aux défis qu'on a affrontés, c'est ça qu'on appelle la résilience. Tandis que juste passer à travers l'épreuve et s'en remettre, et là, let's go, on continue, ça c'est l'adaptation, j'ai passé à travers. Donc on pourrait dire que l'exemple que je vous donne avec la guitare, qui maintenant est une de mes passions, moi personnellement, dans laquelle je peux exprimer des choses, je peux ressentir des choses, je compose, je joue, je chante, je partage ça avec des amis. Et donc c'est un élément important de l'équilibre maintenant de ma propre vie. Mais je vous le suggère pour que vous puissiez réfléchir là-dessus, sur qu'est-ce qui pourrait être un chemin similaire aux éléments que peut-être vous-même, si vous avez des dépendances, mais qui serait sain, qui vous permettrait de ressentir des choses sur vos besoins internes, que ça puisse, qu'il y ait quelque chose qui vibre à l'intérieur de vous. Donc, un instant, lorsqu'on commence à donner de l'importance à ses besoins internes et que ce n'est pas l'extérieur qui conditionne le fait est-ce que je vais être heureux ou pas, il m'en faut. Bien, lorsque c'est l'intérieur qui décide, on appelle ça le bonheur auto-généré, dans lequel c'est la volonté qui peut commencer à réguler les capacités de bonheur. Et ça fait en sorte qu'on n'est plus pris dans les situations. Peu importe qu'est-ce qui va se passer autour, la personne peut être en mesure de se réguler, de s'adapter, tout ça. Bien sûr que ça peut rester dangereux ou ça peut rester difficile avec des épreuves extérieures. Mais dès qu'on peut commencer à développer ce mécanisme-là interne de régulation, c'est beaucoup plus facile d'ouvrir son cœur et le contact avec les proches devient beaucoup moins dangereux. Vous vous souvenez, tout à l'heure, je vous ai mentionné qu'une personne qui développait un mode préférentiel ou exclusif de gratification, si elle a tendance à mentir, à cacher des choses, à appauvrir sa sphère expérientielle, c'est sûr que ses proches vont ressentir des choses assez étourdissantes ou des choses difficiles. Ben non, j'ai plein de messages qui me rentrent, en fait. Donc, en étant créateur, en étant autorégulé, ça sera une manière d'être beaucoup plus sensible à ce que vivent les autres. Vous voyez l'exemple de la guitare que je me suis appliqué moi-même, pourtant ce n'est pas de la psychothérapie, une guitare, mais ça m'a aidé à ouvrir ma capacité de ressentir et donc d'aider plus adéquatement les gens.
Parce que nous, les psychologues, comme n'importe qui, on est des humains, on a des expériences émotionnelles comme n'importe qui. Et moi, j'aime bien dire que c'est avec cette partie-là à l'intérieur de moi, celle que j'ai aménagée, que j'ai fait la paix, que je suis en mesure maintenant d'aider les gens. Les connaissances en psychologie que j'ai apprises me servent à classer l'information que les personnes me disent. Mais pour l'écoute, pour l'accueil, pour la proximité, eh bien, c'est l'élément interne. Je crois avoir fait le tour de la question, avoir cafouillé un petit peu sur certains sujets parce que j'ai eu plusieurs appels et messages qui ont rentré durant la vidéo. Je vous invite à me partager en commentaire votre vision des dépendances. Est-ce que vous en avez ciblé d'autres champs que celles des substances, des activités ou des personnes? Voyez-vous des différences marquées entre chacune de ces trois euh, catégories de dépendance? Et vous pouvez également me suggérer des thèmes pour le prochain Psychoctober qui aura lieu demain. Et je vous remercie pour les clics j'aime, les partages, les commentaires et votre soutien dans la démarche du Psychoctober qui est déjà en train d'aider beaucoup de personnes. Alors, sur ce, c'était le docteur Paul Simard, psychologue, et je vous dis à demain.